Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Camille Laurence et merci d'avoir accepté l'invitation du 19e Salon du Livre de Chaumont. Alors sur la couverture de votre dernier livre, un mot, un seul, un mot de tous les jours, un mot tout simple, un mot commun, un mot banal à force d'être utilisé, le mot fille. Et puis aussi tout de suite en dessous un deuxième mot qui a son importance, le mot roman bien sûr. Avec ce livre, Camille Laurence, j'ai l'impression que vous avez voulu redonner au mot « fille » toute sa puissance de scandale, toute sa puissance de révélation, toute sa puissance aussi d'affirmation. Fille, c'est un roman de conquête ou de reconquête, la reconquête d'un mot et d'une série de mots qui ont été tellement usés et souvent utilisés par les hommes. C'est également une trajectoire, un roman qui part d'une affiliation, puisque vous le dites, et on en parlera sans doute tout à l'heure, on est toujours, quand on est fille d'eux, et qui va et qui a abouti à une affirmation. Alors je vais faire un petit rappel rapide de votre parcours d'écrivain, un parcours qui démarre il y a 30 ans, en tout cas en termes de publication, en 1991 avec Index. Depuis, vous avez écrit une douzaine de romans de récits, puis des essais, des textes pour le théâtre. Vous êtes traduit dans de très nombreuses langues. J'ai lu quelque part que vous étiez traduit en plus de 30 langues. Alors, quelques jalons, donc après Index en 91, il faut évidemment évoquer Philippe en 1995, qui est un récit qui a bouleversé tant de lecteurs à sa parution, et depuis, où vous évoquez la mort de votre fils. Et puis il y a eu Dans ces bras-là, c'était en 2000, il y a 20 ans, qui est d'une certaine manière un livre de consécration, puisque vous remportez avec ce livre le prix Fémina, je crois, et le Renaudot des lycéens. Voilà, et puis on pourrait continuer comme ça jusqu'à Fille, donc Fille parue récemment en 2020, qui a d'ailleurs remporté le titre de meilleur livre de l'année, je crois remis par le magazine Lire. Voilà. Et puis on peut dire aussi que à côté de cette activité d'écrivaine, vous avez aussi participé à un certain nombre de collaborations artistiques avec des chorégraphes, avec des musiciens, avec des plasticiens. Alors, je vais revenir évidemment tout de suite à Fille. Celles et ceux qui vous ont déjà lu, qui ont lu certains de vos livres, ont bien compris dès l'introduction que vous revenez avec Fille sur un certain nombre de questions, de thèmes, d'épisodes, de motifs qui étaient déjà présents. Certains d'entre eux, en tout cas, étaient déjà présents, mais vous le faites à la manière d'un peintre, quand il reprend un motif. La répétition, ce n'est jamais une répétition de l'identique à l'identique, c'est toujours un approfondissement, un changement de perspective, un changement parfois de point de vue, de focale, et aussi une manière de révéler des choses qui n'étaient pas aperçues auparavant. Et j'ai l'impression que c'est d'ailleurs un motif assez récurrent dans votre écriture, que ce principe de répétition. Je crois même que vous avez... J'ai écrit tout un livre sur la répétition. Voilà, sur la question de la répétition. Alors, une question peut-être pour commencer. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a, Camille Laurence, une raison précise ou une série de raisons qui ont fait que vous avez eu envie de revenir sur cette question qui est finalement celle de la condition des femmes, la condition féminine, de la place qui est faite aux femmes, aux filles, une fois encore, et avec autant de force dans ce nouveau livre? Est-ce que, par exemple, le mouvement que nous avons connu ces dernières années, le mouvement qu'on a l'habitude d'appeler le mouvement MeToo, a pu jouer un rôle dans cette volonté de remettre le métier sur l'ouvrage? Oui, ça a certainement joué un rôle. Cela dit, comme vous l'avez rappelé, j'avais déjà consacré plusieurs romans à la question du féminin. On peut même dire que c'est un fil qui parcourt tout mon travail depuis le premier roman.
le destin des femmes, qu'est-ce que ça veut dire être une femme, qu'est-ce que ça veut dire aussi être une femme par rapport aux hommes. Dans ces bras-là, c'était vraiment la question de la différence sexuelle, comment expliquer cette différence, de quelle nature est-elle, voilà, c'était des questions, la question du désir, du désir d'une femme pour les hommes. Donc, bon, c'est toujours parce que depuis maintenant un certain nombre de livres, même peut-être depuis le premier, mais enfin surtout depuis Dans ces bras-là, je me suis tournée vers ce que j'appelle l'écriture de soi, c'est-à-dire que je pars d'une expérience. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des romans, hein, mais je pars d'une expérience subjective qui est donc la mienne. Donc je suis une femme. Les expériences que je vis sont très souvent en rapport avec mon sexe, il faut bien le dire. Et j'avais envie de creuser cette question-là qui est la mienne. Alors je l'avais fait déjà dans L'amour roman, c'était déjà l'histoire de 3, même 4 générations de femmes. C'était vraiment la lignée maternelle pour voir comment les grands événements féminins, entre guillemets, avaient évolué au cours du temps. Les grands événements, c'est pas là, justement la naissance, avoir des enfants, qu'est-ce que ça veut dire que naître fille, ensuite le mariage il y a 100 ans, j'ai eu j'avais une arrière-grand-mère qui était, comme on disait à l'époque, fille-mère, qui était donc mère célibataire, ensuite une grand-mère qui a eu un mariage un peu arrangé, enfin voilà, c'est-à-dire comment finalement l'amour se traduisait en fonction de l'époque, en fonction de la société. La question ensuite du divorce, est-ce que c'était que divorcer il y a 100 ans, est-ce que ça peut être maintenant, des questions aussi sociétales, l'avortement, bon, voilà, tout cela, j'avais envie de le voir de manière historique, donc c'était le cas dans L'amour roman. Alors dans Fille, je suis plus partie du mot en fait, du mot fille, parce que d'abord, enfin, c'est comme ça que j'écris. Hein, je n'écris pas foncièrement en partant d'un thème. Je ne me dis pas, tiens, je vais écrire là-dessus. J'écris parce qu'il y a quelque chose dans la langue qui me pose problème, qui m'arrête, qui fait obstacle. D'ailleurs, c'est pas seulement comme ça de manière générale, mais dans le détail, au moment où j'écris une phrase. C'est pour ça que le dictionnaire, pour moi, c'est un univers, quoi. C'est mon aventure à moi. Je vais très souvent, même des mots évidemment que je connais très bien, enfin que je crois connaître, je vais chercher dans le dictionnaire, voir si le mot a plusieurs sens, si le sens a évolué, si c'est bien exactement ce que je pense, comme sens, comme origine, comme destination. Et alors pour le mot fille, il se trouve que d'abord je m'étais posé la question de ce déjà double sens que je voyais, double sens, être une fille, c'est-à-dire être un être humain de sexe féminin, mais aussi être la fille de quelqu'un ou avoir une fille, c'est-à-dire le lien de filiation entre parents et enfants. Et là, je me suis fait la remarque qu'il y avait un seul mot pour fille, pour désigner les deux choses, alors que pour les garçons, eh bien, il y a garçon et il y a fils. Donc déjà, c'est... Bon, pourquoi, hein? Et c'est cette idée qu'une fille, à partir du moment où on est sexué de sexe féminin, eh bien, c'est comme si on était toujours aussi dépendante, affiliée, comme vous le disiez, comme je l'écris dans mon livre, on est toujours affilié, on est toujours dans une forme de la filiation est une dépendance aussi, et on n'en sort jamais. La filiation est une assignation. Voilà, exactement. Et puis ensuite, il y a les deux autres sens de fille. Là sont les 4 sens principaux. Donc les 2 autres sens, c'est bon, il y a un sens un peu vieilli, mais qu'on entend encore, qu'on entend plutôt dans l'expression vieille fille, mais rester fille. Ça se disait beaucoup à l'époque de ma grand-mère. D'ailleurs, ma grand-mère, moi, me disait parfois, oh, mais je sais pas quoi, coiffe-toi mieux ou habille-toi mieux, sinon tu vas rester fille. C'était vraiment le pire destin qui pouvait m'arriver. Donc fille célibataire, donc, et puis prostituée. Hein. Aller voir les filles, aller chez les filles, ça a très longtemps désigné le bordel. Hein. Donc,
pourquoi est-ce que fille a ce sens-là aussi? C'est quand même... Bon, c'est le même mot. Donc voilà, c'est parti de là. Et ensuite, et bien sûr, le mouvement MeToo, parce que au moment du mouvement MeToo, comme il y avait toutes ces questions qui nous agitaient tous et qui sont fondamentales, et où la parole commençait à se libérer, je me suis fait, mais toute seule chez moi, comme ça, j'ai fait une petite expérience. Je me suis dit, tiens, je vais mettre par écrit toutes les fois où dans ma vie, depuis l'enfance jusqu'à maintenant, toutes les fois où j'ai eu une difficulté du fait d'être fille. Hein, depuis, je sais pas quoi, une caresse dans le métro, jusqu'à évidemment des abus sexuels, mais aussi des choses, des petits harcèlements, des paroles déplacées, des injures, des mauvaises blagues. Voilà, des mauvaises blagues, voilà. Et donc j'ai commencé à faire la liste, et il y en avait tellement, mais il y en avait, mais c'est terrible parce que j'avais complètement, comment dire, j'avais presque oublié quand j'ai remis ma mémoire en marche, me dire mais voilà. C'était innombrable, avec des degrés bien sûr de gravité différents, mais quand même. Et là, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et au départ, le livre avait pour... Enfin, je m'étais dit, je vais reprendre tout ça. Le livre, ça va être ça. Et puis, bon, non. C'était pas possible, donc j'ai pris des événements marquants, et quelques-uns qui le sont moins, justement les mauvaises blagues chez le gynécologue. Le gynécologue qui vous raconte des blagues salaces, alors que là, vous êtes là, avec le spéculum, c'est moyen. Mais voilà, des choses comme ça, mais que j'avais tellement... non, mais je sais pas, je pense que beaucoup de femmes ont vécu ça, et on a tellement intégré que ça n'était pas grave, parce qu'entre femmes aussi, moi avec ma mère, ma grand-mère, on en riait. Ça nous faisait, on disait, bon alors vraiment... quel lourdeau, ou quel pervers, mais ça n'allait pas au-delà de... bon, c'est déplacé, ça n'est pas bien, mais ça serait jamais venu à l'idée d'aucune d'elles, moi y compris, de protester ou d'être vraiment choquée, en fait. Alors on l'a entendu, effectivement, vous ne partez pas d'un thème, vous partez des mots, vous partez d'une interrogation à la fois scrupuleuse, parfois inquiète, très souvent joueuse et ironique sur la langue, sur les mots. On l'a un petit peu entendu d'ailleurs, ce sens de l'ironie dans votre réponse, et on le trouve tout au long du livre. On voit aussi comment vous débusquez derrière les mots des implicites, qui sont des implicites sociaux, culturels, qui viennent du fond des âges. Alors venons-en, effectivement, c'est un roman. Nous avons Laurence Baraquet. Alors Laurence Baraquet, elle naît à la fin des années 50, donc c'est 59, voilà. C'est une enfant dans les années 60. Être une fille dans les années 60, c'est d'abord avant tout être une déception, être un manque. Oui, alors je ne veux pas généraliser, je n'ai pas voulu généraliser puisque c'est un roman précisément. Donc il se trouve que dans la famille où naît mon personnage, Laurence Baraquet, c'est une grande déception parce que son père voulait absolument un garçon. Il a déjà une fille et arrive donc cette cadette. Bon, alors à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, donc jusqu'au dernier moment, il espère. Et puis, bon, le jour de l'accouchement arrive et c'est encore une fille. Donc, non seulement c'est une fille, mais c'est encore une fille. Et il en aura une troisième ensuite. Donc c'est une déception, et c'est une déception qu'il n'arrive pas complètement à cacher. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ses filles, mais enfin, il y a quand même cette réplique que je n'ai pas complètement inventée, je dois dire, du père à qui on demande s'il a des enfants. C'est pendant le recensement, les employés du recensement viennent lui poser des questions chez lui et lui disent « Bon, est-ce que vous avez des enfants ?» Et il répond « Non, j'ai 2 filles. » Donc, c'est un peu décevant pour la fille aussi d'entendre ça. Hein. Pas seulement pour lui. Vous venez justement d'évoquer la figure du père. Alors le père, il est à la fois le signe d'une absence, parce que c'est la mère qui est
très présente en réalité. Oui, parce que c'est une famille à l'ancienne. C'est une famille traditionnelle. Voilà, la mère est au foyer et puis le père travaille toute la journée. Et donc, oui. Oui, mais c'est un père qui ne prend pas dans ses bras. Oui, c'est un père qui n'aime pas les enfants, surtout petits, parce que ça bave, ça sent mauvais. Enfin, voilà, c'était. Enfin, moi, j'ai connu beaucoup de pères comme ça. Enfin, voilà, la paternité. Là, j'écoutais tout à l'heure le débat avec Biric Bailly et Emmanuel Salas. C'est sur la paternité. C'est quand même. Ça a beaucoup évolué, il me semble. Mais c'est donc une absence, mais c'est aussi une omniprésence, en tout cas quelque chose de très, très, très lourd, de très, très autoritaire. C'est lui qui décide. C'est lui qui, par exemple, quelques années après, lorsque Laurence et sa sœur, puisqu'elle a une sœur qui s'appelle Claude, qui est légèrement plus âgée, deviennent préadolescentes et adolescentes, va leur expliquer la sexualité. Oui, alors c'est vrai que c'est lui, ça c'est quelque chose qu'on me renvoie beaucoup dans les discussions que je peux avoir avec les lecteurs et les lectrices, c'est que c'est très étonnant que ce soit le père qui fasse la leçon d'éducation sexuelle, qui explique le corps des femmes, les règles, etc. Et pas la mère. Bon, alors, il se trouve d'abord que c'est une famille où c'est le père qui travaille, il est médecin. Donc c'est lui qui est supposé avoir la science, y compris du corps féminin. Et puis c'est une époque où ce sont effectivement les hommes qui commandent, qui décident. Hein. Je vous rappelle quand même que jusqu'en 1965, une femme ne pouvait pas signer un chèque sans l'autorisation de son mari. Elle ne pouvait pas ouvrir un compte en banque. Elle ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari. C'est quand même pas si loin, 1965. Hein. Non, mais c'est vrai, et ça fait un drôle d'effet. Donc, les femmes étaient beaucoup moins libres que Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est c'est lui qui sait, mais en réalité, Claude et Laurence en savent déjà pas mal et en savent beaucoup plus que ce qu'il ne pense. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que lui, il sait, enfin, il croit savoir, parce que c'est le savoir au sens de la science, mais c'est une science qui est froide, qui est désaffectée, puisque finalement, il fait tout un cours d'éducation sexuelle, voilà, mais surtout, sa grande peur, c'est que ses filles tombent enceintes, voilà, donc il leur explique qu'il faut faire attention avec les garçons. Enfin, bon. mais il ne parle jamais de sentiments, il ne parle jamais de l'amour, il ne parle jamais de ce que c'est que rencontrer l'autre. Et donc c'est un savoir qui est en fait un savoir complètement désincarné et qui ne les aide pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle, en tant que fille, à se construire, à s'aimer elle-même. Et puis la mère est très effacée parce qu'elle pense que c'est son mari qui sait. Alors il sait, et en même temps, il déresponsabilise beaucoup l'homme. Ce n'est jamais l'homme qui est responsable. Je pense à cette anecdote qui est racontée dans ce roman, et vous allez nous rappeler sur l'histoire des marrons, quand on fait trop chauffer des marrons. Oui, parce que c'est une phrase qu'il répète beaucoup à ses filles. Chauffe un marron, tu le fais péter. C'est un de ses proverbes. Donc ne pas s'approcher trop près, parce que, donc des garçons en l'occurrence, parce que sinon, ben voilà, ils ne peuvent plus se contrôler. Et donc c'est aux filles en fait à tout maîtriser, à faire attention, parce que les hommes sont comme ça. C'est cette idée d'une nature masculine, c'est encore très très répandu, hein, d'une nature masculine qui ne pourrait pas se contrôler sexuellement, qui serait débordée par sa nature virile. Et c'est donc aux filles à faire attention avec la pudeur, avec la retenue, avec la réserve, avec la distance. Et cette déresponsabilisation de l'homme, alors là, c'est un visage plutôt souriant, une anecdote amusante, mais elle peut avoir des faces plus sombres. Et Laurence, quand elle est
encore jeune, est victime d'une agression sexuelle de la part du frère de son grand-père, donc son grand-oncle. Et là encore, le discours qui est porté et qui est d'abord porté par la grand-mère, une grand-mère qui pourtant l'aime et qu'elle aime, et par le clan familial, est un discours de déresponsabilisation. Complètement. Et d'injonction au silence. Oui, c'est une scène, la scène du conseil, d'une espèce de conseil de famille qui est en fait un conseil de famille exclusivement féminin après l'agression sexuelle, donc que la petite fille vient raconter à sa grand-mère en lui disant ce que son grand-oncle lui a fait dans le potager. Donc le conseil de famille qui suit, il n'y a que des femmes, et ce sont des femmes qui trouvent toutes des excuses à l'homme, voilà, que sa femme ne veut plus avoir de relations sexuelles avec lui, que donc, voilà, c'est la nature, là encore, et demande, ce conseil de famille, en fait, demande à la petite fille de se taire. Voilà, c'est la seule, c'est l'injonction première. Cette phrase, j'ai écrit tout un livre sur la répétition, mais c'est parce que cette phrase ne le répète jamais, ce que tu viens de me dire ne le répète jamais. C'est une phrase très marquante, et peut-être que, enfin en tout cas en l'occurrence, moi je pense que je suis devenue écrivaine parce que on m'a empêché de parler à un moment dans ma vie, et que pour braver cette interview. Voilà, il y a un moment où il faut être la petite rapporteuse quand même. Il faut... Je vous propose, Camille Laurence, de passer un petit temps de lecture pour qu'on entende la langue de fille. Je vais lire le début, banalement. Presque le début, mais je ne sais plus où c'est. Pas tout à fait le début, on va dire. Je ne me souviens plus où c'est. C'est une fille. Ça commence avec un mot, comme la lumière ou comme le noir. Ta naissance ressemble à la création du monde. Il y a le ciel et il y a la terre. Une parole coupe en deux l'espace, fend la foule, sépare le temps. Ce n'est pas Dieu qui la prononce toutefois, autant que tu le saches tout de suite. C'est Catherine Bernard, sage-femme à la clinique Sainte-Agathe, où l'horloge murale indique 5h15. Cette annonce, elle ne l'a pas préparée. Elle n'a rien désiré ni décidé, ayant d'autant moins d'opinion sur la question qu'elle est bonne sœur. Mais le résultat est le même. Elle le dit. Elle te nomme en te mettant au monde. Sous sa coiffe immaculée, l'épouse vierge de Dieu prononce son arrêt. Elle te fait naître en te nommant. Tu nais d'un mot comme d'une rose. Tu éclos sous la langue. Tu n'es rien encore, à peine un sujet. Tu peines à venir à l'existence. Tu ne peux pas encore dire « je suis ». Personne ne dit « elle est », même au passé, et la fille fut, même avec un article indéfini, et une fille fut, ça ne se dit pas. Tu n'es pas indéfini du reste, oh non, tu n'es pas né indéfini. Il y a déjà un « e », tu vois, un « e » muet, c'est vrai, mais un « e » muet loquace. Tu es un article bien défini, au contraire. Les faits parlent pour toi. Né, fille. C'est ainsi, c'est dit, ça résonne dans l'air. Pièce blanche, bouteille d'eau, lit étroit, crucifix. Ta naissance est une énigme banale. Tu n'es presque rien, à la va comme je te pousse. Un schisme se joue, mais où? Il y a un soir et il y a un matin. L'un succède à l'autre, l'un se change en l'autre. Toi non, tu n'es pas modifiable. C'est ainsi. Il n'est plus temps que les fées se penchent sur ton berceau. La messe est dite. C'est une fille.
De l'autre côté de la phrase de sœur Catherine se trouvent tes parents, les destinataires, les responsables aussi, les faiseurs de filles, les fauteurs de troubles. Lui, elle, à l'instant T, qui n'a pas su donner quoi ? Mais en ce moment précis, ce n'est pas la question qui prévaut, même si plus tard on pourra se renvoyer la balle pour sceller son dépit, dépioter le chou blanc. Ils reçoivent la nouvelle. L'attendant, t'attendant, ils ne savaient rien. Ils ne t'ont pas vu percer l'opacité du ventre maternel et remuer de tes mains l'air liquide sur quelque écran lumineux scruté par une blouse blanche dont ils auraient guetté le guet, suspendu à la phrase décisive, toujours nimbée de doute, la conscience professionnelle, émus par leur interprétation intime, pour qu'ils bougent autant, ce doit être un... suspendu à la profération de l'oracle, à sa vérité probable, non pas « c'est une fille », mais son équivalent prudent, son synonyme approximatif, je ne vois rien. On ne les a pas informés de ton manque de forme à l'endroit où ça se forme. Je ne vois rien, comprenez, c'est une fille. Il n'y a rien à voir, circuler, c'est une fille. Tes parents n'attendent ni n'entendent de semblables annonces, car les machines ad hoc n'existent pas encore. Nous sommes en 1959. L'écho des bijoux de famille ou rien qui se pixelisent à vue d'œil, on vient à peine d'en concevoir l'idée. La technique n'écrit pas encore l'onde gélifiée des désirs et dépits. Aucune image ne vient saisir les nageurs amniotiques. Alors tu peux bien faire des pieds et des mains, remuer ciel et terre à coups de talon, le suspense reste entier jusqu'à la fin. Et vains tes coucous d'orteils, malgré les prédictions de la grossesse. Pas de nausée, c'est un garçon. Envie de vomir, c'est une fille. Libido au plus haut, c'est un garçon. Désir en berne, c'est une fille. Envie de sel, envie de sucre, les filles sont des gourmandes, c'est connu. Ballon rond, beau garçon. Ballon de rugby, pas de zizi. Fait ton grand-père qui a feinté les All Blacks en 1925 dans un stade archi-comble. Il y a même des hypothèses plus secrètes qu'on se répète à l'oreille de parturiente en parturiante entre deux respirations du petit chien. Si on a joui pendant la conception, ce sera un garçon. Si on n'a rien senti, va pour une fille. Ta mère est inquiète. Merci beaucoup, Camille Laurence. On a entendu à la fois l'extraordinaire précision de cette langue et son humour, voilà, qui désamorce même souvent les moments les plus durs. On a aussi entendu peut-être quelque chose, c'est le tu, c'est la deuxième personne du singulier. Et dans ce roman, il y a une triple instance, une triple stratégie. Parfois on est au jeu, parfois on est au tu, parfois on est au elle. Cette stratégie d'écriture, elle s'est imposée très rapidement ou elle est venue au fur et à mesure, et surtout est-ce que vous pouvez nous en parler? À quoi correspond-elle pour vous? Oui, parce qu'en fait, je pense que je ne suis pas le seul écrivain à m'être rendu compte de ça. C'est très intuitif, l'écriture, et il y a des moments où on a besoin, c'est comme une focale en photographie, on a besoin d'être plus ou moins proche de ce qu'on raconte. Et donc, il y avait des moments où je me disais, ça, je ne peux pas le raconter à la première personne, par exemple. Je ne peux pas dire je. Donc c'est ou bien tu, parce que bon, ça met à distance, et en même temps on s'adresse à quelqu'un. C'est très intéressant, la deuxième personne du singulier, parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous parlez, alors là évidemment on parle à la petite fille qui vient de naître, le on, alors je sais pas qui c'est, hein, c'est moi, c'est un narrateur, une narratrice, on s'adresse à quelqu'un quand on dit tu, et ça c'est très intéressant du point de vue narratif. Le jeu est quand même très, très intime, donc parfois c'est très difficile à prendre en charge pour certaines scènes. Et le elle permet de mettre à distance dans le temps, dans l'émotion. Et alors au début, je me suis dit, ça va être même compliqué, parce que je pense au lecteur de temps en temps.
Et je me suis dit, passer du je au tu ou elle, moi, j'agis de manière intuitive quand j'écris, mais est-ce que le lecteur va me suivre ? Et puis après, je me suis dit, en fait, si moi j'ai vraiment le sentiment profond que là, il faut changer de focale, ça se sentira. Et je dois dire, jusque-là, vraiment, j'ai eu aucune plainte de la part des lecteurs. Donc apparemment, tout le monde suit, et donc je suis contente. Puis c'est aussi cela correspond aussi au fait que ce sujet éclaté, avant de pouvoir se saisir lui-même et de pouvoir s'affirmer en tant que tel, alors ça répond aussi à l'histoire de la condition féminine, hein, de passer d'objet à sujet. Oui, complètement. D'être le sujet dont on parle, d'être le sujet qui parle, voilà. Oui, c'est le sujet à qui on parle, c'est ça, c'est les 3 places des pronoms, bien sûr. Alors justement, c'est aussi un récit, un roman qui parcourt le temps, puisqu'on commence, on l'a dit, en 1959, mais on vient presque jusqu'à aujourd'hui, et donc vous traversez d'une certaine manière les 40, 50 années qui viennent, même plus d'ailleurs, 60 années qui viennent de s'écouler, avec en creux se dessine une histoire de la condition féminine, avec ses luttes, avec ses conquêtes. Par exemple, il y a toute une partie sur les années 70, et vous évoquez le mouvement de libération des femmes, et où vous retrouvez d'ailleurs les tonalités, les slogans, les mots de l'époque. Et là, il y a un travail assez extraordinaire, je trouve, dans ce roman, où vous arrivez à adopter les langages des époques successives. Est-ce que... c'est-à-dire qu'il faut bien que je dise que j'étais née. Hein. J'étais même adolescente, donc je me souviens, ça correspond à ma jeunesse. Moi, j'ai passé le baccalauréat en 1975, et donc tout le mouvement, j'ai connu vraiment, et c'était une grande époque, j'ai connu le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, le MLAC, le MLF, bien sûr. Et donc, par rapport au mouvement MeToo dont on parlait tout à l'heure, il y a ces prédécesseurs quand même qui ne sont pas anodins. Et j'avais envie de mettre en perspective, peut-être pour les générations plus jeunes, cette histoire-là. Alors c'est pour ça qu'il y a la grand-mère et la mère qui, elles, ont connu l'époque dont je parlais tout à l'heure, où les femmes... n'avaient pas le droit donc de travailler, de faire un chèque sans l'accord de leur mari, étaient complètement dépendantes. Ensuite, le mouvement de libération, moi j'étais adolescente, et puis les mouvements successifs, donc l'avortement, et jusqu'au mariage pour tous, et jusqu'à MeToo, en fait. C'est pour ça que cette traversée-là, depuis les années 50 jusqu'à maintenant, ça permet vraiment, historiquement, socialement, de recomposer toute l'histoire, enfin une grande partie, évidemment, je ne suis pas remontée jusqu'aux suffragettes, hein, mais quand même une grande partie de l'histoire des femmes, sur quelques décennies. Et lors de cette traversée, Laurence Baraquet est devenue mère, et mère d'une fille. Et toute la 3e partie du roman est consacrée à ce dialogue, ce face-à-face, c'est parfois cette confrontation, cette découverte mutuelle, ce chemin aussi qu'il faut faire et que la mère doit faire pour aller vers sa fille. C'est vraiment je trouve un des très très beaux passages de ce livre, et qui montre que en fait il y a une pluralité de féminin. Il n'y a pas un féminin ou une condition féminine, et la fille qui s'appelle Alice vient représenter autre chose, une autre sensibilité, une autre manière de revendiquer Oui, complètement, mais c'est-à-dire que j'ai construit le roman comme ça, en 3 parties. D'abord, ce que c'est qu'être une fille, donc
ce personnage de Laurence Barraquet, qui naît fille, et qui ensuite, elle-même, va avoir une fille. Donc, c'est ce mouvement et cette transmission, puisque c'est après tout le thème de ces journées ici à Chaumont. De quoi on hérite et qu'est-ce qu'on transmet, hein, quand on a eu cet héritage quand même très conservateur dans cette famille, donc dans les années 50. Que la fille se soumet, que la fille se tait, et puis qu'on a soi-même une fille qui revendique une toute autre façon d'être fille. D'ailleurs, le roman est construit vraiment de cette façon-là, puisque la première phrase, c'est une fille, et la dernière phrase, c'est merveilleux, une fille. Et moi, j'ai construit vraiment tout le roman comme un arc, comme ça. Comment est-ce qu'on passe de c'est une fille, avec la déception qui va avec, à la naissance, donc à la fin des années 50, jusqu'à la dernière phrase du roman qui est « c'est merveilleux, une fille ». On a juste intercalé un petit adjectif, mais ça prend quelques décennies pour rajouter, pour que cette petite fille qui est devenue mère d'une fille soit d'une certaine manière non seulement fière d'être une fille, mais comprenne que par sa propre fille, à quel point il y a différentes façons d'être une fille et que c'est merveilleux, ce qu'elle n'a jamais pensé, qu'on ne lui a jamais laissé penser. Je voudrais lire avec votre autorisation un passage que je trouve très éclairant et très beau. Il y aura le soir où elle reviendra en pleurs d'une manifestation en faveur du mariage pour tous et où tu ne sauras pas quoi faire. Un vieil homme lui aura craché dessus au passage en la traitant de salope. Elle aura regardé interdite le jet de salive glissé sur son blouson. Un homme qui pourrait être mon papy, dira-t-elle. Et la douleur de ses 16 ans sera si vive qu'elle fera monter tes larmes. Il y aura l'anniversaire des 75 ans de ton père. Et dans le train pour Rouen, tu diras à Alice, à qui tu auras demandé de mettre un peu de mascara pour l'occasion, « N'en parle pas, c'est mieux. » Puis devant son air triste, tu ajouteras précipitamment « Il ne comprendrait pas. » Mais toi, est-ce que tu comprends ? Il y aura ce moment où ton père, après avoir fait souffler ses bougies par Adam, pestera contre les manifestants qui l'auront empêché la veille d'emmener son fils au foot. Ils nous font chier les homos, conclura-t-il. Tu regarderas Alice, tu sentiras son hésitation, mais elle ne dira rien, et tu en seras infiniment soulagé. Tu préférerais que personne ne le sache, qu'elle ne le dise à personne. Rien n'existe vraiment tant qu'on ne l'a pas exprimé. Tu en as l'expérience, avec sa part de mutilation peut-être, mais d'oubli salvateur aussi, penseras-tu. C'est un petit peu comme si la mère, à ce moment-là, malgré elle, refaisait le geste inaugural de la famille, qui est d'intimer sa propre fille au silence. Alors le silence cachait le fait qu'en fait sa fille préfère les filles. Et alors il y a à la fois ce moment assez tragique, on n'apprend rien, et en même temps si on apprend, parce que cette femme, Laurence Barraquet, va justement trouver en elle suffisamment d'amour pour faire les pas nécessaires et pour comprendre sa fille. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un parcours, justement, depuis une enfance, comme ça, une éducation, si on peut dire, qui a fait qu'elle a complètement intégré l'idée qu'être une fille, c'est une forme d'infériorité, c'est une forme de honte, presque. Et c'est par sa propre fille qu'elle va finalement apprendre que c'est merveilleux une fille, ça veut dire c'est merveilleux d'être une fille, et c'est merveilleux aussi d'aimer une fille, c'est-à-dire voilà, que ça veut dire finalement aimer une fille. Et c'est un chemin d'amour, effectivement, d'intelligence au sens étymologique, de faire des liens, d'arriver à comprendre de manière affective aussi ce que ça signifie qu'être une fille. La transmission finalement se fait dans les deux sens, elle n'est pas uniquement
descendante. Mais oui, mais c'est-à-dire que la libération, en tant qu'elle croyait avoir plus ou moins faite justement avec les mouvements de libération, le MLF, etc., la libération se fait dans la conversation avec sa fille, dans le lien affectif avec sa fille, oui. Et ce qui est aussi frappant tout de même, malgré tout, même si le livre finit sur une merveilleuse ode à l'espoir, finalement, et un passage très, très lumineux, un final très, très lumineux, on voit bien tout de même que malgré tout, les atavismes restent forts. Bien sûr. Vous restez optimiste, Camille Laurence? Oui, moi, vous savez, j'ai quand même foi dans l'amour, donc je pense que, bon, c'est banal de le dire, mais l'amour soulève quand même des montagnes, et à partir du moment où on aime quelqu'un, tout est... On peut tout comprendre, on peut tout... Enfin, je veux dire, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à voir ce qui est. Je pense qu'il y aura sans doute beaucoup de questions dans la salle. Peut-être simplement un mot sur les hommes qui étaient extrêmement présents, par exemple, dans ces bras-là. Vous leur avez dédié un livre. Ils s'effacent d'une certaine manière un petit peu. Oui, mais parce que bon, c'est un livre sur les filles, donc ils s'effacent pas souvent, hein, les hommes, donc de temps en temps. Moi, je les efface un petit peu. Non, j'exagère, parce qu'ils sont quand même pas complètement effacés. Et même quand ils sont là, dans le roman, ils sont bien là, parce que le père est quand même... voilà, ce sont des figures... c'est pas qu'ils sont pas aimants, hein, mais ce sont des figures autoritaires, des figures d'hommes à l'ancienne, hein, donc c'était pas mon sujet principal. Oui. Ça l'a été dans d'autres romans, alors bon, non, je pas non plus, je ne pense pas qu'aux hommes. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions et des questions dans le public? Des remarques? N'ayez pas peur, c'est toujours la première question la plus... Allez, qui se lance? Alors moi, je vais justement continuer sur cette question des hommes, et comme ça vous laissera le temps de trouver la question. Parce qu'il y a quand même un dialogue qui est aussi très marquant, et là je reviens encore une fois sur ce très beau face-à-face, qui est cet enrichissement mutuel entre la mère et la fille, où Laurence, face à Alice, essaie de trouver des excuses, ou de prendre la défense, ou de trouver... Oui, et c'est Alice qui dit non, en fait. Oui, certes, il frise le ridicule, mais le ridicule n'a jamais tué personne. Oui. Ah oui, 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 c'est à la fin, il faudrait que je regarde là dans le livre. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai écrit, ce livre. Hein, donc, mais... c'est page 213. Page 213. Le ridicule ne tue pas, la violence si. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est une discussion entre la mère et la fille, oui, sur le rapport aux hommes. Et la fille dit à sa mère, mais tu sais, maman, les femmes ont peur tout le temps. Elles ont toujours eu peur à toutes les époques. Et il y a toujours un moment où elles ont peur, quand elles rentrent tard le soir, voilà, qu'elles sont seules dans la rue. Bon. Et donc, sa mère dit, essaie de relativiser, de dire, vous les filles d'aujourd'hui, vous êtes trop radicales, voilà, les hommes n'ont plus le droit de rien faire, les hommes aussi ont peur, dit la mère. Et donc là, je vous lis le passage simplement, donc
la mère dit les hommes ont peur, ils ont peur de mal faire, ils ont peur d'échouer, etc. Bon. Et Alice se lève brusquement, plonge les pommes de terre épluchées dans l'eau et me dit, son économe à la main, d'une voix qui tremble: « La différence, maman, entre hommes et femmes, tu vois, c'est que les hommes ont peur pour leur honneur, tandis que les femmes, c'est pour leur vie. Le ridicule ne tue pas, la violence, si. » Et une chose dont on n'a pas forcément encore évoqué, c'est que c'est toutes ces injonctions, donc ça on a des injonctions à être fille, bon, on les a comprises, mais il y a aussi des injonctions, Laurence Barraquet, ce qu'elle rencontre à un moment, c'est une injonction à être mère, et à être une bonne mère. On voit aussi comment, et là c'est effectivement dans la dernière partie du livre, donc c'est une période plutôt récente, comment cette société continue à imposer des normes d'ailleurs que la femme a intégré. Il y a toute cette partie extraordinaire avec le pédopsychiatre qui est un moment extrêmement drôle et qui montre encore à quel point la domination masculine et les injonctions faites aux femmes peuvent se cacher sous de nouveaux visages et de nouveaux atours. Oui, parce que je crois que ça, c'est pas quelque chose dont on se défait comme ça, mais oui, c'est-à-dire que la mère va avec sa fille voir un pédopsychiatre parce que la petite fille, donc hein, elle est toute petite, dit à tout le monde qu'elle est un garçon. Donc tout le monde la reprend en lui disant mais non, mais t'es pas un garçon, t'es une petite fille. Bon, et donc ça finit par faire un peu des drames et elle va donc consulter. Bon, c'est vrai que ça donne lieu à aussi à des jeux sur les mots. En fait, moi je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse, donc que c'est à travers la langue aussi que s'exprime de l'inconscient, mais aussi à travers le dessin, puisque le pédopsychiatre fait dessiner la petite fille et que elle dessine, il fait dessiner ses parents, alors elle dessine son père. Le psychiatre demande à la petite fille de dessiner ses parents sous forme d'animaux. Et donc le père, c'est un éléphant avec une trompe gigantesque, et la mère, c'est un mille-pattes. C'est un mille-pattes, tout avec donc c'est un comme ça, une espèce de forme un peu oblongue, et puis il y a plein de petites pattes autour, et donc elle finit par comprendre qu'en fait le mille-pattes c'est une vulve. Voilà, c'est le sexe féminin qui est décrit comme ça. Bon, et l'éléphant en majesté, voilà. Donc bon. Merci beaucoup. Le partage des hommes et des femmes vu par une enfant. Alors, est-ce que cela vous a donné envie, l'idée de poser une question, monsieur? Alors l'auteur qui vous a précédé disait que l'instinct maternel n'existait pas et que c'était les enfants qui créaient le père ou la mère. Oui, j'ai entendu ça, oui. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou pas? Oui, disons que ça rejoint en partie ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vrai que, en tout cas dans le roman, c'est pas la fille qui crée. Enfin, si, mais cette idée, enfin, ce que j'entendais tout à l'heure dans le débat, c'est cette idée que c'est le parent qui est créé par l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant presque par sa nomination qui crée le parent. Et il y a une scène dans le roman j'y ai pensé tout à l'heure en écoutant mes camarades là. C'est cette mère qui a du mal, qui vient d'avoir une fille et qui a un petit peu de mal avec
avec cette petite fille qui est toute petite, qui a 3-4 mois, parce qu'il se trouve que cette femme a perdu un enfant avant, et donc elle est très très angoissée par le fait qu'elle a peur que sa fille meure, en fait. Et donc, elle va à un moment, la petite fille est toute petite, donc elle a 4 mois, et elle pleure la nuit, et sa mère va la voir. Et c'est la première fois que la fille dit « maman », prononce le mot « maman ». Et il y a quelque chose... Enfin, c'est comme si le fait de nommer, de dire pour la première fois « maman », c'est dans la pénombre, il y a juste les yeux du bébé qui brillent. Et c'est à ce moment-là, c'est au moment où cette toute petite fille dit « maman » que elle devient maman, quoi. Donc je trouve que c'est un moment très, très fort dans la vie et je pense, dans le livre. C'est là ? Oui. Non, je vais lire le passage. Une nuit, sentinelle harassée, j'entends Alice pleurer. Ce ne sont pas des gros sanglots de douleur ou de faim, plutôt un piaulement de solitude. Ou bien est-ce moi qui suis seule, dans l'insomnie où je gis aux côtés de mon mari endormi. Les premières semaines, Christian se levait plus souvent que moi. Maintenant, il dort. Le relais s'est fait tacitement. Il m'a refilé le bébé. Quand elle pleure la nuit, j'y vais. Je n'écoute pas les conseils de ma mère. Quand elle pleure, j'y vais toujours, jamais sans terreur. Aucun somnifère ne me fait passer la frontière qui m'éloignerait de tout ce qui arrive, de tout ce qui bruisse et menace. La vie meurt, c'est tout ce que je sais. Cette nuit-là, j'écoute quelques secondes à peine, puis je me lève. Je m'approche du lit. Elle gigote en geignant dans la lueur bleutée de sa veilleuse lapin. Au bord de l'ombre, je lui dis « Je suis là ». Je me parle à moi-même plus qu'à elle. Je me rassure dans ma vie somnambule. Quand j'entre dans le cercle de lumière, elle s'arrête net. Elle respire sous le lapin de son body. Je me penche sur elle comme au-dessus d'un lac dans les contes. Un friseli la parcourt. « Ma maman » dit-elle. « Oui » dis-je, « je suis là ». Elle marmonne. « Ma maman ». Elle marmotte en agitant les mains. « Ma maman ». Je me penche un peu plus. « Ma maman ». C'est la première fois. Il y a plus d'1 mois qu'elle sait dire « encore », encore de la compote, encore les bras. Mais maman, c'est un mot nouveau, un nouveau-né. Et la chose naît avec le mot. Ma maman, c'est une découpe soudaine, un chuchotement sonore. Je suis sa mère. L'événement s'articule et s'enracine. Des branches s'enlacent. Quel terreau! Les yeux d'Alice se plantent dans les miens, lumineux, tendres, espiègles. Tant de sentiments dans des yeux si jeunes, qui ont vu si peu de choses encore. C'est proprement incroyable. Je dis « oui, je suis là ». L'amour, c'est être là. Elle redit « ma maman ». Ma fille, je dis en miroir. Ma maman, elle répète. Ma fille, je redis. Ma maman, elle chantonne. Et elle rit. Mais elle rit. Et nous rions dans la nuit bleue. Merci beaucoup. On va conclure donc sur cette belle lecture. Merci beaucoup Camille Laurence. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle le titre du livre « Fille » paru aux éditions Gallimard. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi. À demain.